Bonjour à toutes et à tous, c'est Simon, je suis avec vous pour vous parler des dernières news en matière de cinéma et de séries. Cette semaine, on a bien cru qu'on n'aurait pas de raison de vous parler du Snyder Cut. Eh ben, pensez-vous, Justice League vient de refaire la une de l'actualité, tout simplement parce qu'une partie du film, 1 heure carrément, a leaké via la plateforme HBO Max, qui, rappelons-le, appartient à Warner, le studio qui produit Justice League et en la matière, le Snyder Cut de Justice League. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez croquignolé. Eh bien, tout simplement, aux États-Unis, là où la plateforme est tout simplement en ligne, disponible pour les clients, eh bien, des abonnés ont cru lancer le nouveau Tom et Jerry, et à leur grande surprise, ils ont d'abord reçu un message d'erreur avant de voir se lancer le Snyder Cut pendant une bonne heure. Alors, ça a surpris pas mal de monde, ça a pas mal fait rire. Effectivement, c'est plutôt surprenant. Voilà, que dire d'autre? Sinon, c'est ce qu'on appelle une boulette. Et sauf qu'une boulette, à l'heure des plateformes de streaming et des plateformes, on va dire, au lancement internationaux, ça peut prendre ce genre de proportions étonnantes. On a vu pas mal de gens sur écran large discuter, se demander s'il pouvait s'agir d'un geste de com maquillé, voilà, ou d'une tentative de faire parler du film. On est relativement sceptique là-dessus. Alors bien sûr, on n'est pas en mesure de vous affirmer « Non, ça n'est absolument pas une stratégie de com », nous le savons. Non. On n'en sait rien. Néanmoins, si on reste un peu avec le sang-froid, il semble évident qu'il s'agit plutôt d'une boulette que d'autre chose, tout simplement parce que pour attirer et pour faire fonctionner le film, en gros, la stratégie de Warner, c'est d'en faire un énorme événement qui va amener de nouveaux clients, de nouveaux abonnés, et certainement pas de permettre aux abonnés qui payent déjà d'en voir 1 heure et donc de communiquer dessus, voire même de s'en faire une opinion. L'idée, c'est bien que tout le monde le découvre en même temps et qu'il y ait le moins possible de spoil, de surprise, de capture d'écran du film. Donc, à notre sens, c'est forcément une erreur, mais enfin voilà, on a été, comme tout le monde, un petit peu surpris par cet événement, et ça n'en fait que redoubler notre impatience de découvrir ce bébé qui est attendu le 18 mars en France comme dans le reste du monde, même si on attend encore un petit peu de savoir exactement dans quelles conditions et via quelle plateforme, et peut-être aussi à quel prix il sera disponible sous nos latitudes. Mais il y a aussi un autre film qui a à voir avec les plateformes dont on voulait vous parler, c'est Raya et le Dernier Dragon, qui est donc le nouveau film d'animation du studio Disney. Alors, il est sorti le week-end dernier aux États-Unis, où il a réalisé un score qu'on peut qualifier d'assez décevant, de 8,6 millions de dollars via 8000 écrans. Alors 8000 écrans, ça peut sembler énorme, vu que nous en France, on en est à un petit peu plus de 5000 de mémoire, j'ai peur de dire une bêtise. Bref, 8000 écrans, c'est beaucoup certes, mais c'est globalement un tiers de ce que le film pourrait ambitionner, on va dire dans une situation normale, quoi, pas dans une crise sanitaire. Néanmoins, il faut noter que ces derniers jours aux États-Unis, on réouvert les salles new-yorkaises. Donc on était en droit d'espérer, surtout avec l'arrivée d'un Disney en même temps, que ça booste un petit peu tout ça. Eh bien non, ça n'a pas été le cas, et là où on peut dire que c'est décevant, c'est que quelques jours plus tôt, quelques semaines avant, était notamment sorti Tom et Jerry qui, on va dire, quand bien même c'est une licence extrêmement connue partout dans le monde, et très appréciée aux États-Unis, n'a pas la même force de frappe, a priori, qu'un Disney, et pas non plus la même puissance promotionnelle. Eh bien, Tom et Jerry, sorti un petit peu plus tôt, et donc sans les salles new-yorkaises, avait réalisé un peu plus de 14 millions de dollars sur son premier week-end. On voit donc qu'avec quasiment 50% de moins, Raya a un score au cinéma plutôt décevant. Néanmoins, il ne faut pas oublier que Raya, suivant la nouvelle politique de Disney+, sort simultanément sur la plateforme Disney+, cette fois-ci avec un petit ticket en plus à payer, c'est-à-dire que même si on est abonné de Disney+, pour regarder Raya, il fallait payer 30 $. Néanmoins, on voit donc bien que, assez logiquement, la stratégie de Disney, à savoir de déserter de plus en plus la salle pour essayer de muscler le jeu de Disney+, fonctionne et qu'il y a sans doute énormément de spectateurs qui ont préféré accéder au film via Disney+. Ça, c'est un enseignement intéressant. On n'a pas encore de chiffres, et puis quand bien même on les aura, on n'aura pas vraiment de moyens de les vérifier. Mais maintenant, il va être extrêmement intéressant de voir combien de nouveaux abonnés, en plus de ceux existants déjà, qui sont quand même pas loin des 100 millions dans le monde, combien d'abonnés nouveaux la plateforme a-t-elle engrangé avec l'arrivée de Raya. Il y a un autre élément intéressant en termes de box-office, c'est que Raya est également arrivé en Chine. En Chine, où le film n'a pas tout cassé sur son passage, puisque à l'issue de son premier week-end d'exploitation, il s'est imposé comme 3e au box-office, et avec quasiment le même score qu'aux États-Unis, d'ailleurs 8,4 millions de dollars. Alors là aussi, c'est intéressant parce qu'il faut bien voir que depuis quelques années, Disney, et les autres studios américains en général, a une vraie stratégie éditoriale pour aller toucher le public chinois. Tout simplement parce que c'est le marché du cinéma aujourd'hui qui se développe le plus vite, le plus fort et de manière la plus continue. Donc évidemment, c'est un marché qui n'est alors
qui est loin d'être arrivé à maturité et qui donc potentiellement pourrait devenir à terme très rémunérateur, surtout si les Américains parviennent à ce qui est forcément leur but, à savoir faire grimper les quotas d'exportation chinois, parce que il suffit pas aujourd'hui de dire tiens je veux sortir mon film en Chine. Il y a plein de règles à respecter, les quotas tout d'abord, des règles de distribution, bref, c'est loin d'être évident et c'est loin d'être aussi rémunérateur que dans d'autres territoires. Néanmoins, vu la masse que représente ce marché, où s'ouvre une nouvelle salle toutes les secondes, entre guillemets, enfin toutes les minutes, eh ben c'est extrêmement important pour les studios d'être présents. C'est la raison pour laquelle Disney avait produit il y a quelque temps déjà Mulan, qui avait plutôt déçu au box-office chinois, et là, Raya. Alors, est-ce que ce score moyen est capable d'infléchir la stratégie à venir de Disney? Écoutez, c'est pas évident à dire. Déjà, il va falloir voir un peu dans le temps comment se comporte le film sur ce territoire. Et puis, surtout, on verra quel est le destin du super-héros Marvel chinois, donc qui est clairement, on va dire, focalisé pour le public asiatique et donc le public chinois. Shang-Chi, on va voir comment ça se passe quand il sort dans quelques mois. Donc voilà, toutes ces données sont assez intéressantes. Reste à voir maintenant comment va se développer Disney+, et quel rapport va entretenir de séduction ou de défiance le public chinois vis-à-vis de Disney? Ça, c'est une question très intéressante. Ensuite, on voulait un peu revenir sur le sort des salles de cinéma. Parce que vous avez peut-être entendu dire ces derniers jours que plein de films étaient à nouveau programmés en France pour des sorties fin avril, début mai. C'est le cas du catalogue d'Universal, le studio ayant annoncé que des longs métrages tels que Promising Young Woman, mais aussi Freaky avec Vince Vaughn, seraient programmés courant mai. Alors, attention, ça ne fait pas suite à des annonces officielles. Il n'y a rien de plus que des bruits de couloir, des déductions et sans doute des vœux pieux et aussi des tentatives de faire exister ces films qui dorment dans le catalogue en annonçant que, et en allant un peu au doigt mouillé, en se disant ouais forcément vers ces zones-là on va avoir d'abord un cadre et puis sûrement un calendrier de réouverture et voilà. Les studios, les maisons de production, les distributeurs ambitionnent de pouvoir sortir leurs films à ce moment-là. Néanmoins, on n'a toujours pas de cadre, on ne sait toujours pas comment ça va se passer. Et à ce titre, moi je vous recommande la lecture d'un article qui a été publié sur Allociné qui est extrêmement intéressant. C'est l'interview d'un des principaux exploitants de salles de cinéma et distributeurs de La Réunion. Parce que oui, tout le monde ne le sait pas, il y a même énormément de gens qui l'ignorent, mais dans nos territoires d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer français, les salles de cinéma sont encore ouvertes, à exception faite, me semble-t-il, de la Martinique. Donc oui, on a tendance à dire, et moi le premier d'ailleurs, je m'en excuse, que les salles sont fermées en France, ça n'est pas tout à fait exact. Et alors ça doit nous amener à plusieurs réflexions. Déjà, premièrement, ces salles, paradoxalement, elles sont ouvertes, mais elles se retrouvent dans une situation qui est terrible, parce que elles ont beau être en état de fonctionner, elles ont beau avoir le droit d'ouvrir, comme la plupart des distributeurs, enfin même l'écrasante majorité des distributeurs, sont maintenus du fait de la situation en métropole dans une situation de chômage partiel, tout simplement elles n'ont plus, ou quasiment plus de nouveaux films à proposer à leur public. Or, s'il y a bien un truc qui est difficile quand on a une salle de cinéma, c'est de faire venir les gens avec des films qui ont déjà vieilli, qu'ils ont déjà vus, ou des courts-métrages. Ça n'est évidemment pas facile, et d'ailleurs la fréquentation est en chute libre. Il me semble que dans cet article, il est mentionné que la fréquentation est grosso modo de 30 à 35% de ce qu'elle est en temps normal. Et voilà, donc ça c'est assez terrible, c'est une espèce de double peine pour ces salles qui doivent vivre et la pandémie et une espèce de diète imposée par la situation législative et économique en métropole. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que moi je serais assez curieux de savoir dans quelle mesure sont suivis de très près par les autorités le fonctionnement de ces salles. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des retours sur la quantité de contamination qui y a lieu? Est-ce que même on s'en inquiète? Est-ce qu'on regarde tout simplement? Est-ce que ça forme des clusters? Pas du tout de clusters. Est-ce qu'il y a un peu de gens contaminés? Pas du tout, énormément. Bref, alors qu'on se demande tous s'il est ou non prudent, enfin ou en tout cas raisonnable de réouvrir les salles de cinéma, et alors que beaucoup d'études et beaucoup d'institutionnels, beaucoup de professionnels de la profession nous disent mais c'est un risque raisonnable qu'on peut prendre et il y a des protocoles sanitaires qui, s'ils sont suivis, permettent de réouvrir les salles, eh ben, on a tout simplement, si j'ose dire, un laboratoire, on a une expérience qui se passe en direct dans les territoires d'outre-mer, et je trouve ça assez sidérant qu'on n'ait pas de retour là-dessus, assez terrible. Et tout ça prend une dimension assez ironique quand on sait que le vendredi 5 mars, il y a donc quelques jours à peine, notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, devait recevoir les professionnels du secteur du cinéma pour une grande réunion, donc avec la ministre et les services de la ministre, réunion qui a été annulée au tout dernier moment, semble-t-il parce que la ministre devait donc voulait être prise en photo au moment du lancement de l'abattage des chaînes qui serviront à construire de nouvelles poutres pour la toiture de Notre-Dame de Paris. Tant il est bien sûr évident qu'il y avait besoin de la ministre de la Culture pour se lancer dans des travaux de bûcheronnerie. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on a les priorités qu'on peut, et nous, la nôtre, c'est vraiment de retrouver les salles de cinéma qui nous manquent très fort.
Enfin, j'avais envie de vous parler d'un projet dont on sait encore peu de choses, mais qui, moi, m'excite quand même pas mal. Il se trouve que le bon Steven Spielberg se lance dans la production d'une série qui arrivera sur Netflix. Alors non seulement il me semble que c'est la première fois qu'il va produire quelque chose pour Netflix, ça en soi déjà, c'est intéressant. Moi, je suis assez curieux de voir comment il va procéder. Il sera associé avec Paramount Television, qui collabore aussi très souvent avec Netflix, et ils vont donc faire une série dont on retrouve à la production, mais également au showrunning, une partie de l'équipe de Stranger Things, et notamment les frangins Duffer qui sont à l'origine de la série. Alors personnellement, je ne suis pas un immense fan de Stranger Things, mais néanmoins, ce duo a, on va dire, accumulé une expérience énorme sur la gestion de séries et de séries dans le cadre de production, dans l'écosystème Netflix. Je suis donc assez intéressé à les voir s'associer avec Spielberg, mais surtout, moi, ce qui me branche, c'est ce qu'ils vont produire. En effet, ce qu'ils vont produire, c'est l'adaptation du Talisman. Le Talisman, c'est un roman de Stephen King qui a été écrit à 4 mains, puisqu'a participé à l'écriture un autre auteur, à savoir Peter Straub. De quoi ça cause, le Talisman? Le Talisman, c'est l'histoire du jeune Sawyer, adolescent, qui, dans les années 80, vit une existence absolument terrible, alors que sa mère est en train de mourir d'un cancer et qu'ils sont, on va dire, harcelés, pourchassés par un ancien collègue de leur père qui venait de la production de séries télé. En effet, sa mère est une ancienne actrice, une ancienne gloire des séries B, et il va découvrir, grâce au gardien d'un parc d'attractions attenant à l'endroit où il vit avec sa mère, il va découvrir qu'il existe une porte vers un autre monde, vers les territoires, et que se trouve dans les territoires un objet, le Talisman, qui aurait le pouvoir de sauver sa mère. Il va donc partir pour une immense aventure, et tous ceux qui ont lu La Tour Sombre le savent, quand Stephen King parle de fantasy et d'heroic fantasy, il est capable de faire des choses absolument incroyables, et c'est le cas du Talisman, qui est un roman absolument démentiel, une fresque qui est, on va dire, une espèce de littérature jeunesse qui aurait été dopée aux écrits et au style et à l'atmosphère propre à Stephen King. C'est un très très grand texte, une vraie aventure avec beaucoup de merveilleux, beaucoup de ténèbres aussi. Vraiment, je vous le recommande chaleureusement. Il faut savoir que c'est pas la première fois que s'y intéresse Steven Spielberg, vu qu'il avait acheté les droits dès 1984, avant la parution du roman, et qu'il a essayé plusieurs fois de le porter à l'écran, sans succès. Et enfin, pour terminer sur ce texte, je vous disais qu'il avait été coécrit avec Peter Straub. Peter Straub, c'est un des immenses auteurs de fantastique et d'horreur américains. S'il n'y avait qu'un seul texte de lui à lire, je vous recommande Ghost Story, que vous pouvez trouver en poche en France, qui est un chef-d'œuvre absolu, une espèce de grand texte gothique qui revient à notre goût pour les histoires d'horreur, et c'est ce qui se passe quand quatre vieux messieurs commencent à se raconter des histoires de jadis et se rendent compte que leurs cauchemars sont bien réels et se déroulent au présent. Voilà, ça c'était pour les news de la semaine. Maintenant, passons un petit peu aux recommandations, aux films, aux critiques qui sont dispo sur écran large et qu'on vous recommande d'aller lire. Alors, on a parlé il y a quelques temps de Boss Level. Moi, c'est un film que j'attendais vachement parce que c'est le nouveau film de Joe Carnahan. Joe Carnahan qui a réalisé Narc, Le Territoire des loups. Bref, un type auquel moi je tiens beaucoup et dont je trouve le travail très intéressant, qui a énormément galéré ces dernières années. Il avait été accolé à Death Wish, il n'avait pas pu le réaliser, ça a donné un énorme étron. Il avait été accolé à Bad Boys 3, il n'a pas pu le réaliser, ça a donné un film assez médiocre, quoi, qui avait 2-3 petites poussées intéressantes dedans. Bref, le revoilà avec Boss Level, film qu'il a galéré à faire, dont la post-production a été un enfer, qui traîne chez les distributeurs depuis plus d'1 an. Et quand on le découvre, c'est un peu une des sauces. Dites-vous bien que si vous n'êtes pas un fan hardcore de Franck Grillo, mais on sait qu'on en a sur écran large, ou alors si vous n'êtes pas un fan hardcore du cinéma des années 80 et des relectures de boucles temporelles comme dans Une journée sans fin, ça risque d'être très très dur parce que le film a été mal produit, il est extrêmement cheap, il est souvent très 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 mal mis en scène, il fait un usage particulièrement inintéressant de ses comédiens, en particulier Naomi Watts et Mel Gibson. Donc voilà, c'est à réserver à ceux qui veulent un petit plaisir très superficiel, qui n'ont pas envie d'être trop exigeants et qui ont un peu trop de bière à écluser chez eux ou des amis à divertir avant, je sais pas, un décès brutal ou pas. Bref, c'est pas réussi, mais faute de grive, on mange des merles. Et on a également publié la critique de Sentinelle, film qui est arrivé sur Netflix, qui est réalisé par Julien Leclerc. Alors, Julien Leclerc, c'est quelqu'un qui a des fois mis en scène des trucs assez intéressants, comme L'Assaut avec Vincent Elbaz, ou encore Gibraltar, et puis qui a réalisé aussi des films parfois un peu moins aboutis. C'est hélas le cas avec Sentinelle, où il y a de gros problèmes de mise en scène, d'énormes problèmes de montage. Néanmoins, le film a un avantage, c'est que si comme moi, vous êtes absolument passionné par la carrière d'Olga Kurilenko, même quand elle tourne dans des séries Z invraisemblables, depuis To the Wonder de Terrence Malick, et bien dites-vous que Olga Kurilenko tient le premier rôle de ce Rape and Revenge, dans lequel elle va tenter de venger sa petite sœur qui a été violée et maltraitée par de méchants
sachant russe. Eh bien, alors voilà, vous n'apprendrez rien malgré ce que peut vous en dire la bande-annonce sur le statut de soldat en France, sur l'opération Sentinelle, et vous n'apprendrez pas grand-chose en général. Néanmoins, si vous appréciez Olga Kurylenko, sachez qu'elle est excellente dans le film, qu'elle est invraisemblablement charismatique, et qu'elle fait très bien le boulot, en dépit voilà, d'un découpage et d'un montage qui sont souvent à la ramasse. C'était tout ce qu'on avait à vous dire pour ce début de semaine. On espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner, de vous inscrire, de nous donner des sous, des pouces bleus, de liker, de commenter. N'hésitez pas à nous dire si elle vous a plu. Dites-nous également si elle vous a déplu. N'hésitez pas à insulter nos mamans. Moi, pendant ce temps, je m'occupe de la vôtre. Gros bisous, on pense bien à vous, on espère que vous tenez bon et on vous embrasse.